Bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Channel Random. Raphaël Masmejean est à mes côtés. Bonjour Raphaël. Salut Alain, salut à tous. Et moi c'est donc Alain Mattei. En effet, je sais pas pourquoi j'ai pris cette voix mielleuse pour commencer l'émission, mais je trouve que ça changeait un petit peu. Saison 2, épisode 3, Raphaël, avec un thème. Alors je crois que c'est quand même notre thème le plus osé. Ouais, probablement, ouais. Ouais, je pense que on va le dire, il fallait oser en tout cas partir sur un faut-il se doper. C'est le thème assez étrange de cette semaine. Vous allez voir, évidemment, ce n'est pas aussi trollesque que vous pouvez le penser. L'histoire du dopage, les effets, les souvenirs qu'on a des grandes performances de dopés. C'est dans cette émission, Raphaël, on peut le dire, le point de départ de tout ça. C'est des vidéos qu'on a trouvées sur internet je crois que c'est Lou d'Anviel, je sais plus quelle étape c'était, enfin bref, du grand Lance Armstrong quoi. Ouais, j'allais dire, je me demandais si c'était pas Luzardiden, mais oui, c'est ça, c'est Luzardiden. Ouais, Luzardiden, ouais, grande période, donc beaucoup d'entre vous, nous, se souviennent de la période Armstrong à la télé, qui a marqué toute une génération, je crois qu'on peut le dire, hein, sans... Ah ouais. Clairement. Moi il gagne le premier en 99, donc j'ai 13 ans et il en gagne 7 de suite, donc de mes 13 à 20 ans. Voilà. Et effectivement, on est retombé sur ces vidéos, on en a parlé dans le chat de la rédaction, ça fait remonter plein de souvenirs à tout le monde visiblement, et on s'est dit, mais en fait... on s'est dit, on s'amusait quand même bien à l'époque où les mecs ils étaient chargés, quoi. Parce qu'il faut dire que c'était pendant le Tour de France actuel de cette année. Oui. Donc on a ressorti les vidéos à ce moment-là et on comparait un peu l'ambiance, on va dire, devant les étapes en tant que téléspectateur, et c'est vrai que c'est différent. Et bah justement, petit retour en arrière avec des commentaires actuels. C'est des vidéos qu'on a trouvées sur YouTube d'un compte qui s'appelle Hugo, avec 3 O je crois, et même plusieurs G, qu'on vous recommande vivement. Donc petit retour en arrière et on attaque. Est-ce que Sylvain Chavanel fait partie du peloton des professionnels à ce moment-là? Bah non, parce que regardez, Lance Armstrong lui met une petite tape. Comme quand tu fais du sport avec ton gamin, tu sais, tu mets une petite tape dans le dos, comme ça tu fais, ah putain, c'est bien Kevin, putain, t'as fait une bonne sortie aujourd'hui, hein. Papa va rentrer puis il va aller faire du tempo maintenant, hein. C'est bien Kevin, tu vas voir maman, elle va te faire un chocolat chaud. Voilà, c'est ça la tape qu'il lui met dans le dos, regardez. Putain, mais il lui aurait chié dessus, ça aurait été plus respectueux. Il y avait 10 minutes en bas, 10 putains de minutes, et là il le double, on dirait il double son fils. Il double son fils, putain, mais même pas, et Chavanel, même pas, il a essayé de suivre, parce que l'allure est tellement ignoble, infâme, on n'est plus sur une allure humaine, là c'est n'importe quoi, regardez, il est en danseuse. Voilà un extrait donc des vidéos de Hugo sur YouTube, incroyable vidéo, hein. On se les a toutes fait tourner, il y a l'Alpe d'Huez, il y a Luzardiden, enfin il y a des trucs incroyables, et ça rappelle en effet les exploits de Lance Armstrong. Alors on précise... Pas le seul, il lui fallait des beaux adversaires aussi pour ses exploits. C'est vrai. Il y a des belles courses avec Ulrich, Pantani, voilà, il fallait tout un panel. C'est ça, c'est une époque un peu incroyable avec Pantani, Virenque pour les Français, parce qu'il y a quand même un mec qui est souvent maillot à pois et qui lutte, qui fait des podiums. Enfin, il y a Ulrich, il y a Joseba Bellocchi aussi qui s'est mangé toute l'US Postal, qui étaient tous des coureurs impressionnants. Voilà, ah bah oui, avec... Ils auraient presque tous pu le gagner chacun de leur côté, le Tour de France, hein, franchement. Clairement. Comment s'appelle celui du coup qui l'a Landis. gagné? Oui, Floyd Landis qui l'a gagné, ouais. qui s'est fait contrôler après dans une autre équipe. Bon, on va reparler de tout ça. On précise quand même évidemment en préambule de cette discussion, fondamentalement, on pense que tout le monde devrait être clean, rien que pour leur santé, je pense qu'on peut le dire. Oui, pour une question éthique même. Évidemment. On peut, voilà. Donc on précise que c'est à prendre au second degré dans l'ensemble, mais quand même, il y a aussi des choses intéressantes dans ce débat. Moi, je me disais que c'était complètement barré, que personne cautionnerait ça et qu'on allait faire une émission vraiment complètement 4e degré et tout ça. Mais j'ai été étonné de trouver pas mal de matière quand même, pas mal d'articles consacrés au sujet. Yannick Noah, hein, d'ailleurs, parmi les sportifs anciens, très grands sportifs connus, a déclaré que la meilleure solution serait d'accepter le dopage. C'était dans une interview au Monde en 2011. Et j'ai vite réalisé que la question de la légalisation du dopage, en fait, est plutôt proche de celle de la légalisation des drogues. C'est-à-dire, il y en a beaucoup, ça coûte très cher de lutter contre, c'est très peu efficace. C'est ça. Et au final, peut-être que si tu arrêtes de lutter contre, tu peux mettre l'argent dans la prévention et dans l'accompagnement. Ouais, c'est ça, parce que là, en fait, c'est comme tu dis, sur ce débat équivalent à celui de la drogue, c'est qu'on est dans un espèce d'entre-deux hypocrite qui est pas très efficace. Enfin, je relevais les chiffres de l'Agence mondiale antidopage, c'est un budget de seulement 22 millions
pour lutter contre le dopage dans tous les sports au niveau pro à travers le monde. Pour te donner une idée, 22 millions, c'est 0,073% du chiffre d'affaires du marché du dopage pro et amateur. Waouh. Et Voilà. j'allais dire, c'est même pas le salaire de. Voilà. C'est la moitié du salaire de Messi ou un truc comme ça. Ouais, donc si tu veux, tu as une agence mondiale qui est censée lutter contre le dopage, mais qui n'a pas de budget réel à l'échelle du marché de ce que ça représente pour lutter contre. Tu as une agence de dopage qui est en plus inféodée, on va dire, au monde du sport, mais enfin, c'est aussi le nœud du problème, c'est à partir de quel moment l'agence mondiale antidopage qui est contrôlée par le monde du sport peut se tirer une balle dans le pied et arrêter tout ce qui va... Enfin, c'est... Voilà, donc on est dans un espèce d'entre-deux où on veut faire des trucs parce qu'éthiquement et même pour la santé des sportifs, on peut pas les laisser complètement, on peut pas laisser tout faire. Et ça pose effectivement... Parce que l'idée du sport, c'est quand même quand... A priori, quand tu commences la course, tout le monde est sur la même ligne de départ, mais s'il y a des mecs qui se dopent, en fait, ils ont déjà de l'avance sur toi. Donc, forcément, tous ces côtés-là, tu es obligé de lutter contre. Mais l'hypocrisie, elle est que, y a pas de elle est là-dedans, il n'y a pas de moyens. On est dans un autre-deux. Donc, c'est pour ça, en vrai, moi, soit tu vas vers la pénalisation totale du dopage, parce qu'à l'heure actuelle, faut savoir, notamment en France, les dopés ne sont pas pénalisables. Enfin, c'est pas un crime, c'est pas un délit. Un cycliste qui se dope, il va pas être un cycliste, un footballeur, peu importe, on va pas stigmatiser de sport particulièrement, mais il va pas être condamné pour dopage. Il peut être condamné par contre pour pour du truc en bande organisée, machin, des marchandises qui passeraient. Oui, parce qu'il faut rappeler quand même que la plupart du temps, le dopage, c'est pas des marchandises ou des drogues illégales. C'est souvent des médicaments détournés de leur utilisation. Tout à fait, donc, ouais, c'est pas non plus des choses. On parle souvent de l'EPO. Moi, je lisais un article justement ce matin sur 20 minutes et de Conversation. Il disait l'EPO, c'est quelque chose qui est fait pour traiter les anémies. Notamment. C'est pas que un produit dopant. Tous les gens y pensent. Tu dis EPO, on se dit dopant. Bien sûr. Mais dans les faits, il y a plein de médicaments qui sont juste détournés de leur usage. Et en fait, comme tu dis, c'est difficilement pénalisable dans la législation française. Puisqu'il y a des trucs, c'est pour asthmatiques ou des choses comme ça. Ben, bien sûr. Donc du coup, c'est sur un truc où en plus qui est pas légiféré de la même manière dans tous les pays à travers le monde, alors que tu es censé lutter. C'est quand même un phénomène international. Tu peux pas... Dans certains pays, tu peux pas accepter ça pour des compétitions si dans d'autres, le produit n'est pas... Donc bref, c'est un vrai... c'est hyper compliqué. Donc ça m'étonne pas qu'au final, tu aies des voix qui commencent un peu à s'élever en disant, mais en fait, est-ce que la meilleure solution, c'est pas plutôt de légiférer un certain nombre de... légiférer, donc légaliser un certain nombre de produits, que tout le monde utilise les mêmes, que tout le monde parte à peu près sur les mêmes... Après, t'as le risque qu'il y ait des mecs qui aillent toujours plus loin. Mais ça, de toute façon, c'est lié à la compétition sportive. Tu as les premières traces de dopage. Déjà, dans les rapports, dans les textes de la Grèce antique, on te parle déjà de mecs qui se dopent pour les Jeux Olympiques. Alors, se doper, c'est pareil, qu'est-ce qu'on appelle vraiment le dopage, mais tu as déjà des mecs qui prenaient de l'alcool avant les compétitions aux Jeux Olympiques pour être désinhibés et se sentir plus fort. Et déjà, à l'époque... Voilà, c'est inhérent à la compétition, quoi. Je pense que ça a toujours existé, en effet. Après, comme tu le disais, le problème, c'est que les moyens en plus pour lutter sont ridicules. Juste pour revenir sur ce que tu disais sur les sanctions différentes selon les pays et même selon les sports, puisque on le voit, nous, on suit des sports US comme le football américain où les mecs prennent 4 matchs d'absence et reviennent, et on en perd la peine d'ailleurs. Hein. Oui. C'est tiens, il a été suspendu 4 matchs pour dopage. Bon, ok. Et t'as des sports où ça va être 1 an ou 2 ans. Donc, comme il n'y a aucune. En plus, de mémoire, on te dit même pas, on te détaille pas toujours pourquoi il est pris. C'est pour produit illicite, mais alors le produit illicite, ça peut aussi bien être de la marijuana que. Dans le football américain, oui, il précise pas. Que des amphètes, que. C'est ça. Il a pris 4 matchs pour violation des règles anti-drogue de la Ligue. En plus. Mais donc, tu vois, comme c'est 4 matchs en NFL, ça va être 2 ans dans d'autres sports, 2 ans dans un autre, 3 ans dans un autre. C'est pareil, ça, c'est pas. Enfin, faudrait uniformiser et dire. Ou alors, c'est un strike 1 an et à vie la deuxième fois. Enfin, tu vois, trouver des trucs qui soient beaucoup plus dissuasifs dans certains sports. Ben ouais, mais le truc, c'est qu'on n'y arrive pas parce que c'est pareil. Là-dessus, la législation anti-dopage, c'est chaque sport, chaque fédé qui se l'applique. Alors comment tu veux demander à une fédé d'être honnête sur cette démarche-là? Il faudrait vraiment que le truc soit totalement sorti. Presque, il faudrait que ce soit les ministères de la justice ou de la santé de chaque pays qui vraiment top sur...
Et là, tu pointes un truc hyper important que pointait justement cet article de 20 minutes et de Conversation, donc, qui est publié le 22 octobre, hein, pour vous indiquer. Ils expliquaient, alors il y a plusieurs chiffres, 1 à 2% de cas positifs sur les contrôles qui sont effectués, 0 à 1% de mecs sanctionnés du coup sur tout ça, enfin pas sur les 1 ou 2% de cas, mais au total ça fait 0 à 1% de mecs sanctionnés, alors que le niveau de tricheur se situerait selon certaines études entre 14 et 39% des participants. Et en fait ce que pointait aussi l'auteur de l'article, c'était qu'en fait souvent c'est pas tant de se doper, mais c'est d'éviter les contrôles qui leur permet de se doper, et notamment on parlait de Lance Armstrong, hein, le système Lance Armstrong c'est ça, c'est-à-dire qu'il se fait gauler d'ailleurs une toute première fois sur son tout premier tour en 99, et ils arrivent à faire une ordonnance antidatée pour une prescription de crème aux corticoïdes, parce qu'il prétextait une escar ou quelque chose comme ça, et donc il est toujours passé à travers les mailles du filet parce qu'il a eu des complicités, et en fait souvent ce que mettait l'article en évidence, c'est que c'est souvent en fait des très grosses organisations qui finissent par tomber avec beaucoup de sportifs d'un coup. On avait vu avec Balco notamment les sportifs américains, le docteur Ferrari, ça avait été en groupe aussi. Enfin, à chaque fois, en fait, c'est des très gros groupes bien organisés avec des complicités, soit de médecins, soit de fédérations, soit de un tel ou un tel. Et finalement, en fait, les mecs qui se font pincer seuls, c'est les mecs qui sont sur du dopage artisanal, qui sont un peu dans leur coin. C'est presque de l'amateur, quoi. Ouais, bien sûr. À ce niveau-là, c'est... Alors, est-ce que tu sais quels étaient les sports les plus touchés en 2019 ? C'est un rapport du mouvement pour un cyclisme crédible. Alors, je serais pas étonné que tu aies l'haltérophilie dedans. Alors, l'haltérophilie est deuxième avec 78 cas en 2019. Alors, juste sur l'haltérophilie, j'ai lu un petit fun fact dans mes recherches. Faut savoir qu'en 1996, la Fédération internationale d'haltérophilie, elle a effacé tous les records mondiaux d'haltérophilie parce qu'en fait, il n'y en avait aucun propre. Du coup, ils ont recommencé ils ont mis des nouveaux échelons de poids pour pouvoir faire des nouveaux records, quoi. Ouais, j'avais vu ça, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Donc 78 cas en 2019 pour l'haltérophilie, ils sont deuxième. Athlétisme. L'athlé, c'est 81 cas plus 10 cas de corruption révélés. Donc ils sont numéro 1 en effet. Et puis le cyclisme dans le top 3, alors, non ? Le cyclisme est 1, 2, 3 cas. Ils sont 5e. 32 cas. Il y en a un dont on a parlé juste devant le cyclisme. Juste devant le cyclisme. Qu'on connaît bien. Ah, le foot américain. Le foot américain, 42. Juste devant, il y a un autre sport américain. Basket ? Non, alors je sais, c'est un peu lent, on n'a pas vraiment l'impression que c'est un sport. Ah, le baseball ? Ouais, le baseball, 61 cas. Mais déjà, ce qui, à mon sens, veut dire beaucoup, mais quand tu vois que Enfin, bref. Alors, attends, j'ai encore plus étonnant. Juste derrière le cyclisme, tu vas jamais deviner qui vient avec 29 cas de dopage. Et j'ai pas réussi à voir la différence. Si c'est du dopage, c'est de l'équitation. D'accord. Alors, est-ce que ça compte le dopage des bourrins ou pas ? Parce que... je pense, ouais. Oui, je pense, c'est ton... Ça doit compter les chevaux, on est d'accord ? Bah oui, je pense, oui. Oui. Parce que 29 cas, c'est juste derrière le cyclisme. Il y a eu 3 cas de moins en équitation. Ouais, non, mais je pense qu'effectivement, c'est le cheval là, qui fait monter. Et alors, la preuve ultime que c'est dans la nature humaine, il y a eu 2 cas de dopage recensés en 2019 dans le billard. Bah oui, mais comme... Non, mais enfin, c'est même pas étonnant, parce qu'on n'a pas forcément détaillé, mais... En vrai, tu as plusieurs types de dopage, et un des types de dopage, c'est lié à l'amélioration de tes capacités de concentration et psychologique. Et donc là, je suppose qu'en billard, être capable d'enchaîner des longues parties, de se concentrer, je suppose que c'est un peu ça, c'est ce type de dopage. Comment ça s'appelle le médicament d'ailleurs auquel enfin pas tous, mais il y avait plein de joueurs de football américain qui se faisaient gauler à ça il y a peut-être 5 ou 10 ans. L'adéral, ouais. C'est ça. Qui était prisé aussi dans les campus américains avant de passer les examens en fait. C'est un dérivé d'amphétamine et ça te permet de rester très concentré et de booster ton énergie. Mais donc c'est pareil, entre les différents types de dopage, entre ceux-là pour la concentration, ceux qui vont plutôt te renforcer ta masse musculaire, ceux qui vont oxygéner ton sang, enfin, il y a tellement plus de types possibles de dopage que forcément tous les sports sont touchés. Et c'est un combat titanesque en vrai d'essayer de... Bah, c'est pour ça, encore une fois, on troll un peu sur faut-il l'autoriser. Dans les faits, de toute façon, évidemment, c'est plus sain, je trouve, de laisser
à un niveau zéro d'autorisation, puisque de toute façon, les mecs couraient pour aller toujours plus loin. Quand tu vois où en étaient rendus des Armstrong, où les mecs se faisaient des autotransfusions dans leur chambre d'hôtel le soir, enfin, le truc, c'est ça aussi, hein, c'est que, en un sens, je sais pas si c'est très éthique ou très politiquement correct de dire ça, mais moi, j'ai presque du respect pour la détermination de ces gars, parce que ça doit être... mais c'est terrible de s'infliger ça. Non, mais tu vois, de s'infliger, de prendre ton sang, de le remettre, de te faire piquer, de te faire repiquer, de te faire... c'est... Waouh, c'est infernal, je pense, de vivre ça. Hein. Ouais, bah après, t'en arrives à un tel niveau, effectivement, de volonté d'aller... Il y a aussi des récompenses financières qu'il faut pas se cacher dans certains sports. Dans mais certains tu vois, sports. Le pire, c'est que le cyclisme, c'est pas le sport qui paye le plus, tu vois, en plus. Non, mais après, il montrait. J'avais vu un reportage sur l'affaire Festina, donc cette équipe de cyclisme 96, je crois, ils se font choper. Ou 98, 98, ouais. 98, ils se font choper, où en fait, visiblement, tu avais un des coureurs, un Français de l'équipe, qui lui avait toujours refusé le système et qui, du coup, par conséquence, n'était payé que 3 000 € au mois. Enfin, que 3 000, attention. Hein, Ouais. Alors que tous les autres cadres de l'équipe étaient payés 50, 60 fois plus. D'accord. Parce que voilà, c'était ok, tu rentres pas dans le système, mais du coup tu vas nous servir à rien pendant les courses, tu vas pas être très efficace, donc tu prends le minimum, quoi. Oui, bah après, de toute façon, c'est vrai que dans le cyclisme, à l'époque, c'était une drôle d'ambiance. Il y avait genre, je me rappelle plus de son nom, mais il y avait un coureur français comme ça qui avait un peu parlé sur Armstrong une fois et qui s'était fait complètement mettre à l'amende par Armstrong et qui lui avait fait signe et tout. Alors, je me rappelle plus de son nom, le pauvre. Mais oui, c'était une drôle de... Ouais, il y avait une ambiance quand même assez particulière. Alors d'ailleurs, revenons à Armstrong. C'était notre sujet de base et un peu la base du dopage. Alors, fun fact, hein, si tu tapes dopage sur Wikipédia, il y a sa photo. C'est littéralement le mec, tu sais, qui a sa photo dans le dictionnaire. Il l'a pas mal incarné, quoi. Enfin, c'est sûr. Alors, quel souvenir tu gardes de ce cyclisme du début des années 2000, même fin 90 ? Bah, c'est horrible à dire, mais j'en garde presque un beau souvenir, hein, parce que c'était visuellement, c'était assez incroyable à regarder, parce que les mecs repoussaient ce qui semblait être les limites du corps humain, les limites naturelles, même si on se doutait déjà à peu près tous. Enfin, je pense que toi, comme moi, quand on le regardait en famille, on en parlait entre nous, on se disait mais c'est pas possible, là, il a pas pris que de l'eau claire. Enfin, c'est ce que j'allais dire. Personne n'y croyait quand même. Non, personne n'y croyait, mais en même temps, il y avait une espèce de candeur, de putain, t'y crois pas, mais en même temps, tu sais que même si toi, si t'avais pris ça, de toute façon, tu l'aurais pas fait. Ouais. Je veux dire, il y avait quand même ce côté-là, c'est que t'aurais beau être chargé comme eux, il y a quand même de l'entraînement derrière, et c'est peut-être ça aussi ce qui sauve en partie une partie des sportifs comme ça, c'est que tu sais que malgré tout, il y a de l'entraînement derrière et que tu deviens pas un cador juste enfin. Après, il y avait un mélange des deux en fait qui me faisait rire. C'est-à-dire qu'on savait que les mecs, voilà, quand tu voyais Armstrong monter comme une mobilette sur l'école, moi c'est à l'Uzardiden d'ailleurs, je crois, où il se fait accrocher par un spectateur, il tombe, il déchausse, il remonte. Enfin, je sais plus si c'était l'Uzardiden ou il y avait une étape comme ça, mais c'était surhumain. Et tu te dis, le mec il est bloqué dans une côte à 8%, il vient de tomber, il repart comme si toi t'étais sur le plat, et derrière, enfin, c'était hallucinant. Et donc on savait que c'était pas humain, mais c'était super drôle. Enfin, c'était ouf. Oui, non, c'était assez incroyable à regarder. Enfin, clairement, les duels de l'époque, sous Mont Ventoux face à Pantani, enfin, c'est des trucs, c'est sûr, c'était... Pantani, Ulrich, Virenque, enfin, t'avais des mecs incroyables. Donc, en 2005, Armstrong a gagné le tour le plus rapide de l'histoire. 41,65 km/h de moyenne. 41,65. En comparaison, pour vous donner des points de comparaison actuels, Pogacar en 2020, il termine à 39,89 de moyenne. 39,89. En 90, Greg LeMond, c'était 35,7. Donc il y a des évolutions matérielles évidemment. Et en plus, ouais, il y a les évolutions matérielles, mais je sais pas, j'ai pas exactement les chiffres, mais de mémoire quand même, je suis à peu près sûr qu'à l'époque, on n'hésitait pas de faire des étapes de 200 km avec 3 cols hors catégorie. Alors voilà, la différence, elle est là. C'est là qu'est l'énorme différence. C'est que les mecs faisaient des bornes et des bornes et des bornes. Sur le Tour 2005, tu as une étape Agde Axe 3 Domaine qui fait 220 km et 6 cols. Le lendemain, 205 km et 5 cols, dont 4 de première catégorie. Donc c'est ça en fait, c'est qu'ils ont réduit la durée des étapes ces dernières années. Et alors pour te dire, j'ai écouté un Affaire Sensible, ça aussi c'était un hasard, il est tombé juste avant notre enregistrement, il y a un Affaire Sensible sur le Tour de 1924. D'accord. Tu sais jusqu'à combien montaient les étapes ? 1924 ? Ah, il devait faire des trucs énormes, non ? La plus longue, elle faisait 500 bornes.
Et il Ah, faisait, putain. alors, le tour au total faisait 5000 km. Et les mecs faisaient littéralement Oh le là tour là. de la France quasiment en longeant les frontières. Et ils partaient à 2h du mat. Et les Ah, mais étapes c'est un faisaient délire. 14 à 15h. Mais c'est un délire en plus avec le truc de l'époque. Enfin, il devait Et alors, rien attends, gagner. Enfin, c'est. et tu veux le Putain, pire truc, le truc le plus ouf dans toute cette histoire, parce que on a parlé d'évolution matérielle. Hum. Les mecs faisaient des étapes de 15 heures. Les vélos n'avaient pas de vitesse. Ouais, bah. Les mecs étaient ouais. des malades. Et alors, l'histoire est très très bien racontée, comme d'habitude, par Fabrice Drouel. Justement, en fait, on avait promis des gros gains pour l'époque, en fait, aux mecs, des trucs qui D'accord, permettaient d'acheter un terrain pour construire une maison, grosso modo. Ouais. Et les types, en fait, étaient des maçons, des gars comme ça qui venaient. Il y avait, c'est Ah un bah, maçon fallait des italien, malodures, je crois, hein, de toute façon, là, fallait Voilà. des mecs capables de. Et donc, et quand il raconte, parce qu'en fait, celui de 24 est célèbre parce qu'il a été raconté par Albert Londres, qui avait suivi il a écrit un livre qui s'appelle Les Forçats de la route. Et donc, c'est incroyable. Il raconte les étapes font entre 13 et 15 heures et des 400 bornes, des trucs comme ça. La première étape, les gars ont fait au calme Paris-Le Havre. Tu vois, genre, première étape, ils partent de la Porte Maillot, ils arrivent au Havre le soir, quoi. Tu te dis, non, mais, ouais, tranquille, quoi. Ouais, C'est. c'était une autre. Et donc, Et sans doute moins chargé en plus à l'époque que. ouais, alors apparemment, il y en a quelques-uns qui ont dit à Albert Londres qui prenaient des petits trucs aussi. Ouais, mais je pense que c'était moins performant C'est ça. Enfin, je suis même certain que s'il n'y avait pas d'oxygénation du sang à l'époque pour baisser son taux de CO, Ouais. de globules rouges dans. Ouais. Enfin, tu vois, Par contre, et c'est là où tu vois que la logique était genre hyper. C'est un peu la même chose qu'on dirait du Tour ces dernières années. D'ailleurs, on disait oui, mais il faut du spectacle, il faut que ça aille plus vite, sinon les gens vont pas regarder. Et en fait, le règlement était ouf. C'est-à-dire que les mecs avaient le droit à aucune assistance. Donc ils crevaient hyper régulièrement, ils devaient changer leur roue eux-mêmes tout le temps et tout. Enfin, c'était un enfer. Et donc il y avait un règlement de fou et tout. Et le directeur de course, apparemment, était. Il serrait la vis, quoi, tu vois. Et il fallait du spectacle, quoi. Bon, voilà, ça c'est pour donner les comparaisons. Donc je disais, on a réduit les étapes clairement maintenant, même par rapport à l'époque Armstrong. Pour comparer, il y a aussi des ascensions. Cette année, Pogacar a monté Persourde en 24 minutes 35. Le record, c'était Alexandre Vinokourov en 2003, qui était à 25 minutes 22. Donc ça allait plus vite cette année. Le col de Marie-Blanc, Pogacar l'a fait en 17 minutes 36. Il a été plus rapide que Lance Armstrong en 2005 de 23 secondes. ouais. Mais après, encore une fois, étape plus courte, Ouais, c'est matériel ça. plus À récent. sa décharge, voilà. suivant où le col est placé et à quel moment de l'étape, disons que ça peut avoir quand même une influence. Mais alors, moi, ma question, c'est ça. Alors, on n'est pas des experts du vélo, on va pas vous prétendre ça. Mais pourquoi on s'ennuie autant maintenant alors que les mecs, dans les faits, ils vont à peu près aussi vite? C'est quoi? C'est les oreillettes, c'est les équipes, ils osent plus attaquer parce que Je là, sais pas. moi cette année, c'est pour ça que je disais qu'on s'amusait plus avec Armstrong, c'est que t'as regardé comme moi cette année, les mecs à chaque fois on me dit ça va être une étape exceptionnelle, l'explication des grands du truc et tout. Les types attendent d'être à 500 mètres de l'arrivée, ils mettent une petite mine, ils gagnent 200 mètres et c'est fini, quoi. Non, bah c'est peut-être ça, ils sont peut-être un peu plus propres et t'as moins de mecs explosifs capables de faire la différence. Il y a peut-être moins de coureurs individuels capables de faire la différence et t'as moins de. Les oreillettes aussi, peut-être des directeurs, t'es plus dans des comptes d'apothicaires, j'ai envie de dire, à la seconde près, plutôt que des mecs qui avaient pas trop idée et qui se disaient bah j'y vais de toute façon. Enfin, je sais pas, je suis pas un grand. Ouais, tu vois, sur les vidéos d'Armstrong, de Pantani et tout, ils ont pas 40 équipiers autour d'eux jusqu'au bout et tout. Ouais. Ils y vont, quoi. Et, je rappelle, donc oui, Armstrong, Pantani, Virin, Coulrich. Voilà, tu pourras difficilement faire plus ouf que ces courses vu le niveau à l'époque. On rappelle quand même, Lance Armstrong n'a jamais été contrôlé positif. On peut parler de lui sans le diffamer parce qu'il a avoué. Richard Viran qui a avoué devant un tribunal mais n'a jamais été contrôlé positif. Donc voilà, ça aussi, on l'a dit, hein, c'est la question qui se pose, mais les mecs ne se font jamais gauler. Il y avait des trucs, des complicités pour Armstrong incroyables, quoi. Oui, bah mais dans tous les sports, t'as des complicités, comme tu le disais, c'est ce qui permet, c'est ce qui sauve les gars. Enfin, on sait très bien, j'en reparlerai dans Marocco, mais notamment en 98, au moment de la Coupe du Monde en France, t'as Marie-Georges Buffet, le ministère des Sports, qui font un contrôle inopiné de l'équipe de France quand ils sont en stage avant Coupe du Monde. Et ben les échantillons ont tous disparu, on n'a plus aucune trace. Donc, enfin, bon, voilà. Alors, Marie-Georges Buffet, elle revient dans beaucoup de documentaires et elle a eu beaucoup d'emmerdes à cette période, parce que j'ai vu un docu où elle revient sur l'affaire Armstrong aussi. Ouais, ça n'a pas été facile. Ouais, ils ont à un moment ils cherchaient en fait sur Armstrong et et ce coup-là, ils avaient eu un coup de fil du patron de l'UCI qui avait appelé en gueulant aussi.
Mais tu le disais, c'est le problème. C'est des fédérations qui doivent se réguler elles-mêmes. Alors quand les États, ils arrivent pour leur demander Bah des voilà, comptes. non mais le truc est biaisé de base, donc de toute manière. Bon, Bon. est-ce que si on autorise le dopage, ça change rien? Est-ce que les mecs chercheront toujours à aller encore plus loin et qu'il y aura toujours des mecs lésés et que finalement, limite, tu lances une course à la mort, quoi? Ouais, c'est aussi un peu le problème, c'est qu'on lance presque une course à la main parce que comme tu dis, je pense qu'il y a toujours des mecs qui chercheront à aller plus loin, à trouver le petit truc nouveau, pas encore connu, qui va permettre de faire mieux. Mine de rien, on risque pas non plus de totalement régler les questions d'équité parce que on sait très bien qu'un sportif issu d'une grosse fédé comme une fédé russe ou américaine sera sans doute bien mieux accompagné qu'un fédérateur d'une fédé Bolivie ou aura sans doute moins d'aide, tu vois. Enfin, clairement, il y a aussi cette équité là que tu retrouveras, que tu n'auras pas forcément en légalisant. Donc ça change pas grand chose. C'est vraiment un truc après, c'est. En fait, c'est hyper cynique et hyper triste, hein, mais la conclusion, c'est limite que faut arrêter d'espérer l'équité parce qu'il y a toujours des mecs qui vont réussir à contourner ou qui auront des aides, visiblement. Malheureux. Ouais. Et donc, je pense que moi, un des seuls vrais moyens du truc, ça serait, mais je plaide pas pour forcément, hein, mais ça serait une tellement forte pénalisation du sportif que le jeu n'en vaille plus la chandelle pour aucun sportif en fait, tu vois. Ouais. C'est qu'à un moment, le mec si alors c'est pas une bonne échelle, j'en sais rien, mais le mec qui serait pris en train de se doper une première fois, sincèrement, tu lui mettrais 2 ans de prison ferme. Je suis pas sûr que beaucoup tenteraient le truc, tu vois. Je pense qu'il y a un moment où bon. Non, et puis moi je pense que c'est malheureux parce que je pense qu'en effet un sportif propre partira toujours. Tu vois, c'est presque encore une fois horrible à dire, mais si t'es propre, t'auras toujours moins de chance, quoi. Surtout dans les sports peut-être de force pure ou de choses comme ça. Ouais, Voilà, sur du foot, si t'as le talent de Messi avec le ballon au pied, je pense que t'as toujours une chance, évidemment. Et encore, Messi, on pourrait même y revenir, mais au final, est-ce que tout son traitement à base d'hormones de croissance pour modifier son physique quand il était petit lui permet de devenir footballeur pro? Est-ce que j'ai déjà, pas suivi ça, j'avoue que je connais pas trop l'histoire. il a été quand il était petit, il avait un problème de taille, il a été traité aux hormones de croissance. Donc déjà de base, enfin, t'es presque dans du dopage parce que tu utilises la science et les produits médicinaux pour modifier ton physique pour te permettre de. Et puis après, tu vois, même au-delà de ça, la limite de l'argument du talent, de la limite de l'argument du talent, il y a aussi celui de la durée, c'est-à-dire que si tu peux le faire à la 90e ou à la 95e minute alors qu'un autre mec il est fatigué, c'est aussi à ça que peut servir le dopage, quoi. Bah ouais, c'est ça. Ouais. J'entendais dans un vieil extrait télé Didier Deschamps qui dit oui, mais c'est pas le dopage qui te permet de bien contrôler un ballon. Certes, par contre, le dopage peut t'aider à bien le contrôler à la 91e minute. À la 91e minute, comme maintenant ça se passe, du 3e match en 10 jours. Enfin, c'est ça aussi, c'est qu'on est aussi arrivé à une période où. Et moi, j'en avais parlé avec des gens qui s'y connaissent pas mal, mais par exemple, pour rugby, les rugbymen par rapport à il y a 20-30 ans, les rugbymen font 3-4 matchs de plus. Enfin, pas par semaine, mais par mois, je crois que c'est par mois. Et donc, à la fin de l'année, un rugbyman fait 20 matchs de plus qu'il y a 30 ans. Donc. Il y a un moment, tu as aussi besoin, ton corps a besoin de récupérer vite, et pour récupérer vite, il n'y a pas 36 solutions, quoi. Malheureusement, je suppose qu'il doit aussi exister des produits qui, au-delà de bonifier la performance, doivent bonifier maintenant la récupération. Ça doit être un enjeu important. Hein. Et après, c'est là aussi. Donc, est-ce que le dopage, faut qu'on parle du dopage, est-ce qu'on accepte le dopage qui te permet de récupérer plus vite en se disant c'est un peu une triche parce que on devrait écouter son corps, mais à quelque part c'est juste de la récupération et on ne punit que le dopage qui en gros améliore, ou est-ce que tu te dis bah même récupérer plus vite c'est presque de la triche et t'es vraiment tolérance zéro sur tous les types de dopage. Donc Tiens, je te donne un avis un petit peu iconoclaste. Julian Savulescu, professeur d'éthique au centre de neuroéthique d'Oxford. Okay. Le dopage ne va pas à l'encontre de l'esprit sportif. Utiliser ses connaissances pour devenir meilleur a toujours fait partie de l'esprit humain et le dopage a fait partie du sport depuis ses débuts. Le dopage devrait seulement être banni lorsqu'il est significativement nocif par rapport aux risques inhérents au sport ou va à l'encontre de l'esprit d'un sport en particulier. Par exemple, les médicaments qui diminuent les tremblements comme les bêta-bloquants en tir à l'arc. Gros, dire le sport c'est essayer d'être meilleur. Donc le dopage fait partie du sport.
Ouais, C'est- c'est une position un peu C'est dure, osé. mais C'est osé, hein. c'est osé. Après, il y a un fond qui me paraît pas totalement faux, hein. Bon, avant de statuer, on va faire un Et petit. moi, c'est sur Vas-y. pareil en truc d'éthique comme ça. J'avais alors faut que je retrouve la référence, je l'ai perdu, mais c'est un podcast de France Culture qui s'interrogeait justement sur l'éthique autour du dopage. Et il répondait pas à une des questions, mais une des questions qu'il posait et que je trouvais assez intéressante pour aller plus loin, c'était est-ce qu'on interdirait après tout à un artiste de se droguer pour créer C'est et aller vrai. plus loin dans la création? Non, ça viendra à l'idée de personne. C'est vrai. Et à quelque part, pourquoi on veut à tout prix interdire aux sportifs d'aller plus loin dans sa performance? Enfin, quel est le besoin qu'on... Et donc, bref, ils posaient la question, ils tournaient autour un peu du pot, mais là, je trouvais que le fond était pas... C'était une piste aussi de réflexion intéressante, quoi. Alors, avant de statuer, on va faire 2 petits interludes. Il y a le quiz évidemment, mais avant, j'ai un petit top des excuses, Raphaël, parce que Ah. ça aurait pu être un quiz. On va faire C'est ça vrai. plus ou moins sous forme de quiz. Je vais essayer de te faire deviner des choses. Le top des excuses. La première, c'est la faute. Alors, c'était pas la faute d'un homme. Frank Vandenbroek s'est fait avoir avec du clenbuterol dans son affaire. C'est un cycliste, mais le clenbuterol n'était pas pour lui. Selon toi, pour qui était son clenbuterol? Pour son chien. C'était pour son chien qui était Je- asthmatique, selon lui en tout cas. Le clenbuterol qui avait été impliqué aussi dans l'affaire Alberto Contador, T'adores, ouais, le c'est steak. pour ça. Voilà, steak au clenbuterol. ça me disait quelque chose. Sur l'asthme, mais je t'en ai parlé, mais je vais quand même en faire profiter nos auditeurs. J'avais trouvé un chiffre mais incroyable c'est pareil, je vous renverrai le lien, j'essaierai de vous retrouver ça. Au JO d'Atlanta, sur la finale du 100 mètres, 87% des finalistes du 100 mètres avaient une prescription pour un médicament contre l'asthme. 87%, donc des sprinters avaient une prescription pour un médicament contre l'asthme, parce qu'il faut savoir que un des médicaments contre l'asthme, le sulbatol, ça doit être ça son nom de mémoire, cache les traces de PO notamment et tout ça aide. Et le chiffre marrant à mettre en parallèle, c'est que seulement 2,7% de la population mondiale souffre d'asthme. C'est trop bon ça. Mais Donc me ça veut rappelle- dire qu'en gros tous les asthmatiques du monde quasiment étaient en finale du 100 mètres à Atlanta, ils étaient tous sont réunis, quoi. sprinteurs, ouais. Ils sont C'est sprinteurs. quand même le truc, c'est ok. Ça me rappelle l'époque où il fallait avoir eu une maladie en phase terminale pour gagner le Tour de France, tu sais. Ouais, C'était ouais, toujours un mec qui c'est- revenait d'un cancer qui gagnait, Floyd Landis, C'est Lance incroyable. Armstrong. Ouais. On a une autre catégorie d'excuses, c'est les mufles. Alors souvent, c'est la faute des femmes, hein, évidemment, je veux dire. Michael Rasmussen ment sur sa localisation avant le Tour de France 2017. 2007, pardon. Pourquoi il a menti d'après toi pour éviter un contrôle antidopage? Quelle excuse il a pu sortir? Donc il a menti sur sa localisation. Hein. Ouais, C'était pour éviter un bah, contrôle. il était à l'accouchement de sa femme. Eh ben non, justement, il voulait que sa femme croie. Alors il a dit, je voulais que ma femme croie que j'étais à Mexico, mais j'étais en Italie, mais pas dans ma maison. Ok. Bon, bah. Donc en fait, il était infidèle. Quel tennisman français a été contrôlé positif à la cocaïne suite à un roulage de pelle supposé avec une femme qui avait, selon lui, de la cocaïne sur les lèvres? Richard Gasquet. Richard Gasquet, suspension de 2 ans réduite à 3 mois, donc l'excuse a fonctionné quand même. Hein. Ouais. Est-ce que tu connais Marco Borriello qui a joué au Milan AC? Oui, je connais bien. En 2007, testé positif à la cortisone. Est-ce que tu te rappelles ce qu'il a balancé sur sa femme? Alors, je sais plus sur sa femme, mais j'avais un vague souvenir, mais c'est peut-être pas lui. C'était une crème qui s'appliquait sur le pénis pour pouvoir bander plus longtemps et assouvir les besoins de sa femme. Non, c'est pas ça? Alors non, c'était pas dans ce sens-là. En fait, il a carrément balancé la vie de perso de sa femme, en tout cas si c'est vrai bien sûr, puisqu'on lui laisse le bénéfice du doute. Il a dit que sa femme avait une infection vaginale, qu'elle a mis de la crème à la cortisone pour se soigner, et que lui aurait été infecté en ayant un rapport sexuel avec elle. 3 mois de suspension pour lui. Ah là là, sacré Marco. Alors, ensuite, on a évidemment du complot. Hein. Ça, c'est l'autre catégorie d'excuses. Alors, celui-là, je vous les fais pas tous. Il y a le bidon d'un autre, le café trafiqué à l'hôtel, le dentifrice trafiqué par des rivaux aussi. Mais alors, le complot, il y a le combo, le complot misogyne. Justin Gatlin, athlète US, contrôlé positif à la testostérone en 2006. Selon ce coach, d'après toi, comment il a ingéré de la testostérone? Ingérer de la testostérone, comment il l'aurait ingéré? Je te donne un indice, ça peut apparemment se mettre sous forme de crème. Alors c'était pas de la testostérone visiblement, pardon, de la cortisone. Eh ben, ouais, je sais pas, la crème.
Alors, selon son coach, une masseuse avec laquelle il aurait eu une liaison se serait vengée en lui faisant un massage avec de la crème à la cortisone. Bam, 4 ans de suspension. Ça, c'est. Tu vois, on a dit Allez. que c'était souvent la faute des femmes. En plus, elles sont mesquines. Alors si, ouais, mais la fédération américaine d'athlétisme, elle est un peu, c'est un peu des filous, hein, parce qu'ils en ont eu quelques-uns des cas comme ça qui, à faire croire, ils relancent. J'ai remarqué, ils ont souvent tendance à pointer vers la Russie en disant que la Russie est le grand mal du dopage, mais Oui, ils en ont quelques-uns, ouais. ils ont quand même quelques historiques qui est pas. Bah, je sais pas si tu voulais parler de ça. Je crois que moi, je les ai dans le quiz, mais il y a des contrôles qui ont un peu disparu. Ouais, notamment. certains Hein, jeux il y a- d'été. voilà, il y a Balco, enfin l'affaire Balco, ils sont la Fédé est plus ou moins dedans aussi. Enfin, bon, voilà. Alors, donc les complots, le meilleur d'entre tous, alors c'est quand même probablement l'excuse la plus... Alors peut-être la plus honnête d'ailleurs, hein, parce que je vois pas comment tu peux... Peut-être que celle-là, honnêtement, elle est honnête, parce que je vois pas comment tu peux arriver avec ça. Champion olympique 2008, Lachon mérite, contrôlé positif, un stéroïde anabolisant. Qu'est-ce qu'il a expliqué selon toi pour justifier son contrôle positif ? Un truc. Anabolisant. Alors, je te donne sa réaction. Ouais. Il a répondu « Quelle que soit la sanction, elle ne sera rien en comparaison de l'humiliation et de l'embarras que je ressens aujourd'hui. » Il a dit ça après avoir expliqué comment il a été contrôlé, comment il a été contaminé, entre guillemets. Qu'est-ce qu'il a pu faire ? Il y a un truc sexuel dedans ? Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un truc avec l'homosexualité ? Non. Ah. J'aurais bien Il y vu a un truc comme ça. Il y a un truc en rapport avec des mails spam que beaucoup de monde reçoit. Ah, il a envoyé sa photo de pénis, mais alors attends. Il y a un rapport avec son pénis. Je vois pas là. Il a expliqué, c'est pour ça que je me demande, enfin tu vois, il aurait pu prendre une autre excuse. Il a expliqué qu'il a pris un médicament en vente libre pour augmenter la taille de son pénis. Ah ouais, non mais en vrai ça, pour le coup... Tu vois, je vois pas, enfin, quitte à dire un mytho, prend un truc un peu moins humiliant, donc... Ouais, ça se 21 mois de suspension pour la Shawn mérite. Je te donne quand même la plus what the fuck. Alors celle-là, c'est impossible à faire deviner, donc je vais te la lire directement. C'est Tyler Hamilton, un ancien coéquipier de Lance Armstrong. Il s'est fait contrôler positif à la transfusion sanguine d'un autre sang, pas du sien. Tu vois, c'était pas de l'autotransfusion. Et là, il a expliqué... Alors attention, accroche-toi. Il a expliqué qu'il serait une chimère. En médecine, ce terme désigne les individus constitués de deux lignées cellulaires distinctes. Cela arrive parfois au début d'une grossesse gémellaire lorsqu'un des deux embryons est éliminé et digéré par la mère. Il arrive néanmoins que certaines de ces cellules trouvent le moyen de survivre dans l'autre embryon, donnant ainsi naissance à une personne avec deux types de cellules qu'on appelle une chimère. Donc le mec est allé chercher très très loin. Ah ouais, putain, bien cherché, hein. Dans l'exception... sauf que, souvent ça se traduit par l'apparition de lignes de Blaschko sur le corps. L'hypothèse du jumeau incarné était donc techniquement impossible. Et Tyler Hamilton, apparemment, s'est gardé là-dessus pendant un moment, et puis il a fini par tout avouer dans un bouquin. Ok, ouais, bah. De toute façon, d'accord, putain, ouais. Ah, c'est bien cherché quand même, hein. Ah, lui, il était allé chercher loin, franchement. Et dommage pour lui, parce que ça aurait pu passer, mais de manière incroyable, quoi. Enfin, genre. Ouais. Alors attends, il y en a une qui est passée parce qu'elle était vraie. Je voulais finir avec celle-là, une mignonne, parce que des fois il y en a qui sont vraies et je peux te dire que c'était pas gagné. Gilberto Simoni, cycliste, contrôlé positif à la cocaïne. D'après toi, qu'est-ce qu'il a expliqué ? Alors, il a expliqué que sa tante lui avait ramené quelque chose du Pérou. D'après toi, qu'est-ce qu'elle lui avait ramené ? Des feuilles de coca. Alors, c'est pas loin, elle lui avait ramené des bonbons à la coca. Et bah, écoute, contrôlé positif. Il a donné cette explication, ils ont retrouvé les bonbons, ils les ont analysés, et c'était vrai, et il a été blanchi. Ok. C'est dingue ça quand même. Pas mal, les bonbons de la tata qu'on contrôlait un contrôle positif, provoqué un positif. On passe au quiz, le vrai de vrai, quiz dopage. Raphaël, en quelle année ont été officialisés les premiers tests antidopage aux Jeux Olympiques ? Aux Jeux Quand est-ce Olympiques. qu'on a vraiment commencé à tester ? Quand est-ce qu'on a vraiment commencé ? Je sais pas, j'aurais dit les années 80, mais... Non, c'est un peu plus vieux. Un peu plus vieux ? Ok. Ouais. Mexico, 68 ?
C'est ça, Mexico 68. On faisait même passer des tests de féminité aux femmes. Bah écoute, moi je me rappelle de beaucoup de blagues sur les nageuses est-allemandes dans les années 80 notamment. Ouais, mais là pour le coup, en termes de dopage, ça y était aussi, hein, parce que ça a été prouvé entre-temps, c'était du dopage bien massif d'État comme il fallait, c'était en effet assez dur. Quand est-ce qu'on commençait les contrôles inopinés ? On a mis du temps à s'y mettre. Ah bah ouais, là, j'aurais bien vu, années 80 pour le coup, vraiment. Fin des années 80, c'était en 89. Ouais. Donc c'est très très récent. Mais parce qu'en même temps, je suppose que les contrôles inopinés, pareil, en termes de législation et tout, ça devait être hyper long à appliquer parce que aller tester des mecs à travers le monde comme ça sans les prévenir, à mon avis, c'est vrai que ça devait pas être facile à appliquer. Alors, j'avais une question sur ce qu'a fait la Fédération d'haltérophilie en 96, mais tu l'as dit tout à l'heure, ils ont annulé tous leurs records en changeant les catégories de poids. En 2003, le comité olympique américain a reconnu que depuis les années 80, des athlètes ont gagné des médailles olympiques après un contrôle positif resté sans suite. Combien d'athlètes, d'après toi, depuis les années 80, entre 80 et 2003, avaient gagné des médailles alors que leur contrôle, entre 20 et 30 24 exactement. Ah putain, pas loin. Et alors figure-toi que 9 contrôles positifs ont mystérieusement disparu pendant le JO d'été de 84 qui se déroulait à Los Angeles. Ah bah ça alors. c'est dingue hein, quand même des fois. À quand remonte le premier cas moderne avéré de dopage ? De l'ère moderne. Alors, je sais pas si c'est le premier de l'ère moderne, mais en tout cas, moi, le premier que j'ai en tête et le plus vieux, c'est Tom Simpson sur le cycliste sur les pistes sur le Mont Ventoux. Qui est mort en pleine ascension du Mont Ventoux et on a retrouvé dans ses poches des amphètes, tout ça. Alors, c'est beaucoup plus vieux que ça. Alors, c'est pré-contrôle, donc je sais pas comment il a été déterminé, mais officiellement, le premier cas moderne de l'ère moderne, c'est 1895. C'est des nageurs à Amsterdam. Donc, c'est source Wikipédia. Voilà. Et le premier mort du dopage, ce serait 1896. Ok. Alors, t'as le sport ou... Comment ? T'as le sport ? Non, j'ai pas le sport pour le mort. Ok. Ouais, bah après, en même temps, oui. Enfin, après, on l'a dit, hein, c'est vieux comme le sport. D'ailleurs, dans les Jeux Olympiques antiques, tu l'as dit, l'alcool était interdit. Comment les athlètes étaient-ils testés ? Pour savoir s'ils étaient bourrés. Merde, comment ils pouvaient être testés, tiens. Je sais pas, fallait se mettre... Je sais pas, non, j'allais dire, ils faisaient une sorte de poirier ou j'en sais rien. Non, c'est presque plus simple que ça en fait. Il y avait un juge placé à l'entrée du stade qui reniflait leur haleine. C'est vrai qu'il n'y avait pas le chewing-gum à l'époque, du coup c'était plus difficile à masquer. Donc C'est ça. Je sais pas ce qu'ils buvaient dans la Grèce antique à l'époque, qu'ils pouvaient sentir. À mon avis, de la vinasse. Hein. Ouais, du vin, ouais. Je vois à peu près. Quoi que devait bien y avoir des mecs qui avaient déjà commencé à faire macérer des fruits dans de l'alcool fort, mais vin, ouais. Alors, je vais te dire, au début, au lieu d'un quiz comme ça, général, je voulais faire un quiz effet secondaire. Tu vas te donner un nom de produit. Mais en fait, il y en a beaucoup trop. Donc, j'ai fait qu'une seule question qui va servir à dégoûter tout le monde du dopage, parce qu'encore une fois, on le répète, ne vous mettez pas ces saloperies dans le sang. Au hasard, j'ai pris les effets secondaires des hormones de croissance. Ok. Est-ce que tu as une idée de quelques-uns, parce que tu peux pas les avoir tous. Hein. Non. Il y en a un paquet. Alors, je te les donne. Vas-y. Tuméfaction des tissus mous, qui peut être irréversible. Hypertrophie et proéminence des os, qui peut être irréversible. Arthrite, acromégalie induite, épaississement de la peau, hirsutisme, croissance des poils sur tout le corps, hypersécrétion des glandes sébacées, augmentation de la transpiration, neuropathie périphérique, myopathie, hypertrophie des viscères, rate, glandes salivaires, foie, rein, cœur, polype du côlon, affections cardiovasculaires telles que la coronopathie, la cardiomyopathie, l'hypertension artérielle et intolérance au glucose, diabète sucré, c'est quand même le pire, tu peux plus manger de millefeuilles. Mais et en plus ça c'est les effets sur toi, mais j'avais vu toute la question autour des effets héréditaires. C'est notamment France 2 qui avait commencé à faire qui a fait un tout petit reportage sur les footballeurs de l'équipe d'Algérie des années 80, celle qui a fait 2 coupes du monde, 82 et 86 de mémoire. Puisqu'en fait ces joueurs-là, une partie sont maintenant accusent leur fédération de les avoir dopés à leur insu. Okay. À l'époque, et un des soupçons de dopage qu'ils ont, c'est notamment que sur l'ensemble des joueurs de l'équipe, 7 ont donné naissance à des enfants handicapés, ce qui en termes de proportion sur un groupe commun d'une vingtaine de mecs, que 7 d'entre eux donnent naissance à des enfants handicapés, la proportion est un peu trop
importante pour que ce soit une simple coïncidence. Et du coup, depuis des années, visiblement, les joueurs de cette génération essayent de faire reconnaître à leur fédé, tout ça qu'ils ont été dopés. Donc, et des études ont prouvé qu'effectivement, en plus, un dopage le dopage peut avoir des effets en plus héréditaires. Donc, non, mais encore une fois, c'est pour ça qu'on le dit et on le répète. On réfléchit la santé avant tout, la santé des mais joueurs la santé avant tout. Ouais. Surtout ne touchez pas à ça. Moi, je me rappelle aussi de témoignages sur l'EPO et de mecs qui expliquaient en fait que, tu sais, l'EPO épaissit le sang. Alors, je vais pas vous donner les termes scientifiques, grosso modo, mais l'EPO épaissit le sang. Donc, en fait, les mecs se faisaient réveiller la nuit par leurs soigneurs pour faire de l'exercice parce qu'ils avaient peur qu'au repos, en fait, leur cœur explose, quoi, grosso modo. Ouais, non, mais des trucs comme ça, mais t'en as les joueurs de l'Afrique du Sud de rugby de la Coupe du Monde 94 qui sont pareil, plusieurs d'entre eux ont développé des maladies auto-immunes. Enfin, t'as ça. Je sais pas si tu te souviens aussi de ce linebacker des Dolphins, un des grands linebackers des Dolphins des début des années 2000, qui avait expliqué que il prenait. Il y a un moment, il était tellement chargé aux antidouleurs, tout ça, que la nuit, il ne dormait plus allongé, mais qui dormait debout, il s'attachait au haut de ses escaliers. Ça te rappelle rien ? Ah non, je me rappelle. Je vais essayer de retrouver. Mais bref, des trucs comme ça, il y en a. Oui, non, mais c'est pour ça reste quand même un truc assez terrible. On va donc finir là-dessus. Faut-il autoriser les sportifs à se doper ? Bon, la réponse est évidemment non. L'idée était de... Enfin, je pense que tu es d'accord avec moi. Après, je te laisse répondre aussi. Non, mais oui, idéalement, oui, bien sûr, faut pas les autoriser. Rien que pour leur santé. Non, voilà. Moi, c'est l'argument numéro 1. Même plus que pour la performance ou truquer un peu la compétition. C'est la santé des mecs, parce que voilà. Et tu sais pourquoi aussi, en un sens ? C'est que moi, ce qui était... Pour revenir à Armstrong, pour boucler la boucle, du coup, Armstrong, c'était le grand méchant. Tu vois, moi, on adorait le détester, quoi. C'était le salaud ultime, parce que tu savais qu'il était dopé, tu t'en doutais, mais personne n'arrivait à le gauler, et ça donnait un truc, une puissance dramatique, je trouve, encore plus folle. Et si maintenant tout le monde est dopé, il n'y a plus de méchants. Tout le monde est méchant. Oui, non, mais c'est vrai, il y a un peu de ça, tu vois clairement. Alors que ça rajoutait une dramaturgie au truc, c'est con, hein, mais... Moi, je trouve, voilà, ça rajoutait au truc. Mais encore une fois, ne soyez pas les méchants. Et pensez à votre santé, avant tout. On passe au faut-il des auditeurs ? Vas-y. Et ça y est, c'est bon, c'est le sprint est lancé, voilà. Nous sommes à 14 bornes du sommet. Regardez l'allure. Alors, on reconnaît pas trop si c'est Roubiera ou Beltran, mais c'est un des deux sauvages qui mène. Regardez, le mec, il est au sprint. Derrière, il n'y a plus rien, il y a déjà un équipier qui est mort. Un deuxième, là, c'est quoi ça ? C'est la Banesto. Voilà, l'équipe de Pacomande, c'est beau. L'équipe de Denis Menchoff, la Télécom aussi qui est au rupteur. Regardez devant, ça y est, c'est un sprint. Les mecs, t'as l'impression qu'ils vont passer un pont juste pour être au-dessus du chemin de fer, mais pas du tout, c'est les pieds de l'Alpe d'Huez. Là, on est sur du 40 km/h dans le 10%. C'est absolument fabuleux. Et oui, encore un petit souvenir quand même, hein, de cette époque incroyable du Tour de France. Avec cette attaque de l'Alpe d'Huez. La vidéo d'Hugo sur l'Alpe d'Huez est assez incroyable. C'est en intégrale en plus, hein. Elle fait quasiment 40 minutes. Ouais, c'est la plus longue. Et avec ce pied de colle où les mecs sont quasiment au sprint est hyper impressionnante. Les faut-il des auditeurs, Raphaël ? Alors, on a mis un petit faut-il sur Twitter il y a quelques jours. Donc il y a plein de propositions. Alors, faut-il préférer Harry Potter à Lord of the Rings, et pourquoi non ? Ça, c'est Victor Roulier qui l'a proposé, mais moi je suis ni l'un ni l'autre. Alors, ouais, non, mais après, cela dit, en reprenant ces deux-là, on pourrait très bien un faut-il autour des grandes sagas comme ça de la pop culture, et enfin, il y a peut-être quelque chose à faire autour de ces grandes sagas, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, enfin, tu vois, il y a peut-être... Ah ouais, non, moi je suis client d'aucun des deux, alors faudra trouver l'angle, mais pourquoi Fast and Furious. Ouais, ça par contre. Nascimento Johan, 2 idées. Faut-il avoir un animal de compagnie ? Est-ce que ça te chauffe, ça ? Bon, je suis pas très... Ouais, je sais, c'est pour ça que je te demande. Bon, faut-il porter des vêtements de marque ? Bon, ça, je n'ai pas plus d'avis que ça. Thierry Kerr, faut-il faire des enfants ? Moi, celui-là, je suis motivé, mais le problème, c'est qu'on est un peu tous les deux dans la team. Ouais, ça risque vite de tourner. On risque vite de tourner en rond, quoi. Faut qu'on prenne un défenseur de la team. Faut faire des enfants avec nous pour avoir quelqu'un pour défendre, quoi. Bah, je pense que un représentant de la manif pour tous, ça serait pas mal.
Je pense qu'il y a. Je crois qu'il y a des gens sur le spectre entre nous et la manif pour tous. Je crois qu'il y a des gens entre les deux. J'espère pour la suite du pays, parce que sinon. J'espère aussi. Faut-il bannir les pizzas à l'ananas de Jérôme ? On a un faut-il tout faire avec la bouffe qui se prépare. Ouais, c'est vrai. On pourra relancer peut-être au moment de Top Chef, un truc comme ça, tu vois, on en profite. C'est vrai. François qui propose, faut-il être survivaliste et faire des provisions pour les prochaines épidémies ? Celui-là, on a dit qu'on veut faire. Bah c'est cool, on veut le faire, donc très bien. Faut-il regarder des films d'horreur ? D'ailleurs, moi je me permets, je passe une annonce, mais moi sur le survivaliste, j'aimerais bien qu'on ait quelqu'un qui soit de cette tendance, quoi, qui nous explique un peu comment tu te prépares, pourquoi il a passé le pas, quoi, il a franchi le pas. Enfin, moi vraiment, ça me... Clairement. Bah ouais, non, mais c'est je passe une annonce, voilà. S'il y a un survivaliste parmi nos auditeurs, qu'il n'hésite pas à nous contacter, sincèrement. Faut-il regarder des films d'horreur, Dr Biggie ? Ah ouais. C'est pas mal, hein ? Ouais. J'ai commencé, on en a parlé cette semaine ensemble hors antenne. J'ai vu Alien, du coup, il y a 2 jours. C'est un film d'horreur, Alien, ou... on est entre le science-fiction, épouvante. Ouais, j'ai fait Alien et Predator pour ma culture. Bon, pour l'instant, je suis pas sur le cul. Ça a un peu vieilli, Alien. Ouais, j'ai pas été hyper impressionné. Faut-il acheter des vinyles ou autre question pour prétexte, parler musique, recherche de musique, playlist, question de Bill, je sais pas si on a une émission complète, mais acheter des vinyles, oui, je suis pour. Ouais. Après, moi, musique, je suis pas assez calé. Faut-il faire du podcast ? C'est Binous USA qui propose, mais on l'a déjà fait. Binous USA, on était même avec votre directeur de label, Julien Loisy. Il faudrait écouter la saison précédente. Faut-il de Pâques, Café Space ? Alors là, j'ai pas saisi. Faut-il faire la sieste ? Antoine qui propose. J'ai jamais fait de sieste. C'est vrai ? Pas dans ma vie d'adulte. J'arrive pas. Non. Ah ouais. Je te jure. Ok. J'aimerais bien, hein, mais tu vois, j'ai bossé à la radio par exemple à une époque où je me levais à 4h du mat. Ouais. J'avais un pote qui était team sieste et vie normale le soir, et moi j'y arrivais pas, je devais me coucher à 20h30 tous les soirs. D'accord. Non, J'avais une vie sociale de couvre-feu. Tu vois, avant l'heure. T'es bien là en fait, t'es dans le... Ouais, c'est ça, j'étais dans mon rythme. Faut-il s'impliquer émotionnellement dans des rencontres sportives d'équipes représentatives de villes d'un autre pays ? Question de Jaguars France. Ouais, c'est un peu large, mais pourquoi pas, si ça pimente le regardage. Faut-il faire des pistes cyclables et du vélo ? Et donc du vélo, un bon sujet bien clivant. Question de Monsieur Win. Faut-il faire du vélo ? Moi, ça me va. Hein. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Faut voir comment on le tourne, mais... Ouais, je sais pas si on a toute une émission. C'est ça. Après, peut-être qu'on peut aussi réfléchir à chaque fois à avoir la dernière de l'année ou une émission par an qui sont un peu patchwork avec 2-3 petites questions et on fait un peu un melting, un mélange. Ouais. Tu vois. Oui, c'est ça, ou une émission complète sur les faut-il des auditeurs d'ailleurs. Ouais, tu vois, on pourrait... Bon, moi je suis team vélo en tout cas, donc ça me va. Alors il y a Edward Mann qui a fait un gros travail d'investigation pour nous, il le dit lui-même, il a tapé faut-il dans Google, et il nous a envoyé la capture d'écran. Ah, c'est pas mal ça. Alors je vais te dire, les premiers, alors ils sont assez... Ceci étant dit, ça doit être calqué sur ces résultats. Bah ouais, c'est ce que je me demande si c'est pas un peu calqué sur ces trucs, mais bon. Voilà, alors écoute, on va interpréter l'avis de @Jets. Faut-il percer une ampoule ? Donc visiblement il a des petits problèmes d'ampoule. Faut-il une contraception à 52 ans ? Je te jure, c'est le deuxième résultat. Alors, ouais, là pour le moment, je suis pas sûr qu'on fasse une émission entière, hein, mais on pourra répondre à cette question dans le faut-il faire des enfants peut-être. Ça, exactement. On pourra donner un avis. Et alors, je te jure, il y en a 4 autres. Faut-il éplucher la rhubarbe ? Faut-il répondre à un généalogiste ? Faut-il éplucher les champignons de Paris ? Et le dernier, faut-il ignorer un homme gémeaux ? Je sais pas pourquoi. Ouais, alors bon, j'espère. Ouais. Bon, sinon il y en avait quelques autres. Faut-il s'expatrier ? C'était Binous USA qui proposait, ils connaissent bien le sujet. Mais j'aime bien, faut-il le thème d'aller vivre à l'étranger, je trouve plutôt cool. Qu'est-ce que c'est pour un Français d'aller vivre à l'étranger, tout ça, enfin... C'est pas mal, ouais. Ça moi, aussi. Je trouve sympa, ouais. Et sinon, il y avait Steve qui proposait faut-il dissocier l'œuvre de son artiste ? Ça, tu l'as déjà proposé. Ah, celui-là, il peut être bien clivant en plus. Hein. Ouais, j'avoue que moi, j'ai un peu peur parce que je suis team. J'aime bien Noir Désir et Bertrand Cantat, alors tu vois, j'ai peur d'avoir des problèmes. J'aime bien les films de Roman Polanski, alors je suis mal barré. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que oui, j'ai bien aimé aussi J'accuse. Donc bon. Bon, voilà. Oui, il est déjà clivant. Tu sens déjà le malaise quand on en parle. Alors imagine 45 minutes. Ou alors on est vraiment obligé d'avoir quelqu'un qui pense que
que non, on peut pas dissocier pour vraiment faire un contrepoids, quoi. C'est vrai. Enchaînement tout à fait maladroit. On va lancer le générique de Faites entrer l'accusé. Bah Ouais, oui, il y a un petit lien avec Roman Polanski, du coup, vu les récents C'est vrai. de la raconte. Il y a un C'est petit vrai. lien. Alors, Faites entrer l'accusé, c'est à toi normalement, Raphaël. Ouais, tout à fait. Alors, au moment où on enregistre, Christophe Ondelat dans Ondelat raconte, pareil, je suis resté sur un Ondelat raconte, je regarde un peu moins de Faites entrer l'accusé en ce moment. Alors, ceci étant dit, en aparté, ils ont mis tous les Faites entrer l'accusé Oui. sur YouTube. Il en C'est manquait vrai. avant. Ils viennent de les mettre il y a une semaine, je crois, donc Ouais. pas mal à faire. Jetez-vous dessus, mais en tout cas là, je suis resté sur un Au-delà de raconte. Donc la date, c'est le 19 octobre. Notre cher Christophe a commencé une semaine américaine, comme on dit. Et donc j'ai pris le premier, qui est donc le titre, c'est Edward Gein, le tueur légendaire du Wisconsin. Donc je vous fais rapidement le synopsis. L'un des tueurs en série les plus terribles de l'histoire des États-Unis, dans les années 50 dans le Wisconsin, il portait une combinaison fabriquée avec la peau de ses victimes et également des abat-jours, peau de victimes, etc. Donc on est dans le très bien, et si je vous le conseille, c'est que déjà l'histoire est assez fascinante, mais qu'en plus l'histoire de ce type a inspiré le livre Psychose, qui a donné le film Psychose de Hitchcock. Et le tueur a aussi un peu inspiré Le Silence des Agneaux, donc le film Le Silence des Agneaux. Donc on a un peu un mec un peu fondateur dans la culture populaire, un peu un... Mais ceci étant dit, légère déception, pas d'accent américain. C'est vrai que c'est peut-être le regret, ce manque d'accent américain, mais là en même temps, ce cas-là de serial killer est tellement incroyable que je vous le conseille quand même, parce qu'on est dans du haut niveau là. Et alors, dans la même série de sa semaine américaine, j'ai pas eu le temps de le finir, j'ai commencé celui sur Charles Manson. Oh là là. Petit spoiler, on sent que Christophe aime toujours beaucoup les hippies. c'est vrai. On sent, ça revient. Là, tout de suite, on sent dans le ton qu'il y a un petit truc. Bon, en tout cas, voilà, c'est les recommandations. On passe aux recommandations plus globales, en lien ou pas avec le thème de l'émission. Bon, là, il y a de quoi faire sur le dopage dans les recours. Ouais. Eh ben, vas-y, j'enchaîne. Je suis resté, moi, sur une émission que vous pouvez réécouter, une émission de France Culture qui s'appelle Dopage dans le foot, enquête interdite. Donc c'est de France Culture, vous la trouvez facilement sur internet, vous tapez le titre dans Google et ça vous la donnera en accès libre. En gros, l'enquête revient sur la complexité que c'est dans le monde du football de lutter contre le dopage, en repartant notamment de l'affaire de la Juventus avec cette pharmacie découverte au sein du club avec plus de 200 de références de médicaments, les témoignages de Deschamps, de Zidane, ça parle aussi de France 98, ces fameux tests qui ont disparu faits par Marie-Georges Buffet, et les réunions au ministère avec la Fédé qui dit mais vous allez pas nous faire chier alors que c'est la Coupe du Monde. Voilà. Et puis ça revient aussi sur... j'ai bien aimé, il y a un journaliste du Monde aussi qui prouve à quel point c'est compliqué pour tout le monde en fait d'en parler, même pour les journalistes, puisqu'il y a un journaliste du Monde qui a interviewé à l'époque le médecin Puerto, donc un médecin espagnol chez qui on a retrouvé plein de poches de sang notamment, etc. Et pour lequel seuls les cyclistes sont tombés, alors que le journaliste du Monde l'affirme et le signe que lui, il en a discuté avec le médecin, et qu'il y avait des clubs, le Real et le Barça, qui avaient des joueurs impliqués, qu'il y avait des joueurs de l'équipe d'Espagne de basket. Enfin bref, c'était bien plus tentaculaire que ce qu'on veut bien, que ce que la justice espagnole a voulu en dire. Et là où c'est très complexe, c'est que aujourd'hui, ce journaliste du Monde a été attaqué et par le Real et par le Barça pour diffamation. Et chacun des deux clubs a demandé 3 millions au journal. Parce que techniquement, ils accusent le journaliste du Monde de diffamation parce que la justice espagnole n'a pas enquêté sur ses poches de sang. Elle ne les a pas perquisitionnés. Donc techniquement, le journaliste du Monde, c'est juste sa parole et celle du médecin. Voilà, donc les deux clubs considèrent que c'est de la diffamation. Donc voilà, pour montrer à quel point que dans le monde du foot à l'heure actuelle, les gouvernements ont du mal à lutter contre. La justice, il n'y arrive pas forcément. Les journalistes, c'est compliqué d'en parler. Donc voilà, l'enquête le documentaire est vraiment bien, donc je vous le recommande.
D'ailleurs, tu mets le bout de doigt sur un truc, c'est que, on peut le dire d'ailleurs, hein, nous on se l'est dit avant l'émission, c'est pour ça qu'on n'a pas prononcé le moindre nom de personne qui n'a pas été, soit qui a fait des aveux, soit qui a été condamné, parce qu'en effet, alors évidemment, nous à notre échelle, il y a très 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 peu de chances qu'une personne écoute et attaque, mais dans les faits, ils peuvent être très très offensifs quand ils sont attaqués, et Lance Armstrong notamment a été très très offensif et très vindicatif avec des gens pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'il avoue. Donc c'est aussi en effet une des difficultés de la chose. Moi je suis désolé, alors je me suis fait plaisir et je m'étale, mais j'ai carrément 4 recommandations parce que c'est un sujet qui me passionne. Et alors j'ai commencé très tôt en 2004 avec LA Confidentiel, qui est un bouquin de Pierre Ballester et David Walsh, qui sont des... Alors je me demande si Ballester était pas au Monde d'ailleurs, ou à l'équipe à l'époque, je sais plus. Bref, c'est un journaliste anglo-saxon et un journaliste français qui avait enquêté sur Lance Armstrong à l'époque, et qui montrait justement qu'il y avait déjà un faisceau incroyable qui pointait vers lui. Et moi, je me rappelle avoir lu ce truc-là en me disant, mais comment ce mec est encore sur le Tour de France, quoi. Mais voilà, mais il n'y avait pas le smoking gun, tu sais, comme on dit aux États-Unis. Il n'y avait pas l'arme du crime, quoi. Donc personne n'arrivait à le coincer. Mais il y avait déjà tout ça, et même a posteriori de relire Les Confidentiels de Pierre Ballester et David Walsh, c'est passionnant. Alors plutôt documentaire maintenant plus récent, Cache Investigation, qui est disponible sur YouTube, que vous trouverez, un documentaire de Cache Investigation qui s'appelle Dopage, ça roule toujours. Et alors celui-là, il est sur un homéopathe / gourou du peloton français, qui s'appelle Bernard Sainz, qui a été condamné depuis, qui se faisait appeler Dieu dans le peloton. Il avait la réputation de choisir quel coureur allait gagner, en fait, grosso modo, dans les années 90. Et en fait, Cache Investigation, d'ailleurs, il y a 2 coureurs qui ont accepté de collaborer avec Cache Investigation à l'époque, pour faire des caméras cachées, pour filmer Bernard Sainz en train de leur faire des prescriptions, qui eux ont ruiné leur carrière, hein, de fait. C'est un petit monde, hein, donc ils ont fini par être découverts. Et c'est hallucinant le doc, parce que si tu veux, donc lui il se dit homéopathe, donc il leur fait des ordonnances où il dit là tu vas prendre 3 granules de ceci, 3 granules de cela et tout ça, et en fait tout ça correspond à des codes pour des médicaments. Et c'est oufissime. Dernier truc, Icar, documentaire qui est sur Netflix, documentaire complètement dingue, qui part d'un pitch d'un journaliste américain qui est cycliste, qui fait des courses cyclistes amateurs, et qui dit je vais tester le dopage en faisant un documentaire. Donc il se pique, il suit un protocole de dopage, etc., pour essayer d'améliorer ses performances. Et au milieu de tout ça, il se retrouve embarqué dans le scandale du dopage russe qui a éclaté. Donc c'était avant les JO de 2014, je crois, à Rio, si je dis pas de... ouais, 2016, Rio. Ouais, c'était pour Rio, ouais, donc voilà. Ça doit être... c'était juste après la Coupe du Monde de foot. La Coupe du Monde de foot, c'est 2014, je crois. Donc les Jeux Olympiques, ça devait être 2016 ou un truc comme ça. C'est ça. Oui, puisque Tokyo devait être 2020. Donc il se retrouve embarqué là-dedans. Et ça devient un thriller, quoi, en plus à la fin. Donc Icar, chaudement recommandé. Et alors je m'en permets une 4e qui a aucun rapport avec le sujet, mais j'ai découvert ça hier. Là je suis en roue libre. D'accord. Non mais dans cette période de tumulte, de trouble, et parfois un petit peu de déprime, parce qu'on peut plus vraiment serrer la main des gens, leur faire la bise, boire un coup, aller au bar, tout ça, je vous recommande, et pourtant c'est pas ma cam musicalement, vraiment, le dernier clip de Julien Doré, que j'ai découvert par un grand hasard sur Twitter hier. Je ne vous dirai qu'une chose, il y a des dinosaures, des crêpes, des bongos et des costumes d'astronautes. D'accord. Voilà. Je vous jure, on a tous besoin de ça dans notre vie actuellement. J'ai tellement ri devant ce truc qui est tellement improbable que je vous recommande le dernier clip de Julien Doré. Ça s'appelle Nous, quelque chose. Je crois que c'est Nous, ou un truc comme ça. Okay. On s'en fout, je sais plus, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Okay. C'est comme ça que se termine le 13e épisode de Channel Random. Merci beaucoup, Raphaël. Eh ben, merci à toi. Vous pouvez vous abonner évidemment sur toutes les plateformes habituelles, Spotify, Deezer, tout ça. Vous pouvez aussi d'ailleurs nous suivre sur YouTube, et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires sur Apple Podcast pour aider à faire remonter l'émission dans les classements. Twitter et Facebook @crandompod. On vous souhaite une très très bonne semaine à tous. On prend le rythme toutes les 2 semaines maintenant. Donc on vous dit à dans 2 semaines. On n'a pas défini le sujet d'ailleurs encore, Raphaël, donc on peut même pas... Si on avait dit un truc ? Non, je crois pas. Non, effectivement. Voilà. À terme, on retrouvera les amis de Binous USA. On est en train d'essayer de caler ça pour reparler bière, mais on n'a pas encore calé les sujets suivants. Donc voilà, ça va venir petit à petit. On vous remercie de nous suivre. En tout cas, à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci encore, Raphaël. Ciao, ciao.